La phase de traitement et analyse. Nous avons dit, et vous l'avez vu à travers d'autres vidéos, que l'analyse se fait par étapes. L'analyse univariée d'abord, au cours de laquelle on observe les variables une par une. Ensuite, l'analyse bivariée, auquel on peut mettre les variables deux par deux. Et vous voyez ici que en analyse bivariée, quand deux variables sont nominales, quand on croise deux variables nominales, on fait ce qu'on appelle du tri croisé. Quand on croise une variable nominale par une variable numérique, on fait ce qu'on appelle un tableau de moyenne. Quand on croise deux variables numériques, on invoque la corrélation. Ça, c'est au niveau bivarié. Maintenant, au niveau multivarié, naturellement, il y a d'autres façons de faire l'analyse comme je vous ai déjà présenté. Alors, nous allons faire l'analyse univariée, c'est-à-dire qui correspond à ce qu'on appelle un dépouillement simple. Ok. Le dépouillement, ici, il s'agit de quelle enquête? On a dépouillé ici avec l'enquête dépouillement automatique, tableau de bord. Il s'agit ici de l'enquête automobile. Ok. Donc, nous allons faire l'analyse univariée avec automobile. Donc, je vais dans le Sphinx. Je vais... Bon, normalement, il est sur le bureau. Voilà. Pas me fatiguer. J'ouvre le Sphinx. Alors, c'est l'enquête automobile. Donc, je vais ouvrir une enquête. Puisque automobile n'apparaît pas, en tout cas, automobile du Sphinx n'apparaît pas ici. Je l'ouvre. Je vais chercher cette enquête-là, automobile. Normalement, c'est dans le dossier enquête. Dans le dossier enquête du Sphinx. Il y a plusieurs jeux de données ici. Il y a plusieurs enquêtes qui ont été réalisées dans le dossier enquête du Sphinx. Et je cherche l'enquête automobile. Normalement, c'est la première enquête qui apparaît généralement. Voilà, la voici. Elle est là. Automobile qui vient avec le Sphinx. Et j'ouvre. Donc, le stade, c'est le stade de traitement-analyse. Dès que je rentre dans résultat, je vais procéder à univarié, ou bien vous pouvez aussi venir à part résultat. Si vous voulez pas rentrer dans résultat, vous pouvez rentrer dans dépouillement automatique. Le résultat est le même, c'est-à-dire que c'est comme si vous rentrez par ici. Alors, dans l'analyse univariée, qu'est-ce qu'on constate en univarié? Simplement, à travers ces tableaux-là, on se rend compte que les gens qui possèdent des véhicules, il y a 177, soit 87,2%, et ceux qui n'en possèdent pas, il y a 26, soit 12,8%. On peut avoir accès aux graphiques, les graphiques, il faut le savoir, il suffit de cliquer ici et vous avez les graphiques, différents graphiques, si vous voulez que ce soit sous forme d'histogramme, voilà, etc. Donc il y a toute une famille de graphiques auxquels on peut avoir accès. Alors revenons au tableau. Donc en faisant l'analyse univariée, vous passez en revue les variables qui vous intéressent. Le véhicule appartient à qui? À vous, 140 personnes sur 203, soit 69%. À votre société, 7, soit 3,1%. À quelqu'un de votre famille, 30%. Vous voyez par exemple à travers l'analyse qu'on peut faire déjà, à travers ces résultats, on a un univarié où on observe les variables une par une. Ici, c'est la variable appartenance. La question à qui appartient-elle la voiture? Ben voilà, elle appartient à vous. Vous voyez déjà à travers ce résultat-là, en univarié, on peut déjà faire quelques analyses. C'est-à-dire que vous voyez ce nombre-là, 69% de personnes possèdent des véhicules, ils sont propriétaires de ces véhicules. On voit déjà que ça ne peut pas être une population africaine. En Afrique, nous sommes la plupart de nos pays africains sont dits pauvres, même si ce n'est pas la réalité, parce que toutes les richesses sont en Afrique. Les Occidentaux viennent les prendre, ils les transforment.
C'est parce que nous sommes incapables de transformer nos richesses, c'est pourquoi nous sommes pauvres. Le jour où nous transformerons nos richesses dans nos pays, nous deviendrons riches, nous deviendrons des pays développés. Mais dans tous les cas, pour cette analyse ici, ça concerne des pays développés. Notamment, on le verra un peu plus tard, on le constatera à la fin de l'analyse univariée que le pays qui ici, là, risque d'être la France. Mais déjà ici, on sait que ce n'est pas un pays pauvre. Parce que les pauvres ne peuvent pas posséder, autant de pauvres ne peuvent posséder des biens, de véhicules. Ok? Donc ça risque d'être un pays développé, un pays riche. Alors, on continue. Quand vous regardez, par exemple, les marques ici, les marques, vous avez Renault, Peugeot, Citroën, vous voyez les pourcentages. La marque la plus possédée, c'est Renault, 18,2%, suivi de Peugeot, etc. Ben, vous voyez là que déjà, il y a quand on analyse ces résultats-là, quand on les interprète, on peut, sans se tromper, que cette enquête-là a été réalisée en France et que les Français consomment des produits, leurs produits, parce que la Volkswagen c'est allemande, Fiat c'est italien-allemand, Ford c'est américain, Toyota c'est japonais, vous voyez, BMW, bon, bref, ils consomment leurs produits. Il y a deux raisons. Soit ils les consomment parce que c'est moins cher, c'est sur leur territoire et que c'est moins cher. Soit ils les consomment parce qu'ils veulent le consommer, par protectionnisme. Donc ils consomment leurs produits. Ça peut être interprété comme du protectionnisme. Soit ce sont les coûts qui ne sont pas élevés, les coûts de ces produits. Bon, on peut également regarder aussi, est-ce qu'on peut évoquer la fiabilité des véhicules français par rapport aux véhicules allemands? C'est pas évident parce qu'il paraît que les véhicules allemands sont réputés être des bons véhicules du point de vue de la qualité et de la fiabilité, tout comme les véhicules, enfin Toyota. Vous voyez Toyota, japonais, vous voyez le pourcentage, il est trop faible. Voilà, donc deux raisons expliquent ce résultat-là. Pourquoi? Déjà, c'est des marques françaises qui sont consommées, donc voilà. Soit ce sont les coûts qui les incitent à consommer les marques françaises, soit c'est pas protectionnisme. C'est parce que vous voyez, des véhicules importés à cause des droits de douane nécessairement peuvent coûter plus cher. C'est une possibilité. Mais comme on n'a pas, je ne pense pas qu'on ait d'informations sur les prix, les prix de ces véhicules. Vous voyez, ici, ils n'utilisent pas neuf, 80, 46%, occasion, bon, 50%. Bon, ça fait à peu près, on peut dire, on approche la moyenne, occasion et machin. Ancienneté, bon. Moins de 2 ans, bon, 20%, entre 4 et 6 ans. Bon, c'est à croire que finalement, le président Ali avait raison, les véhicules, il fallait les importer moins de 5 ans. Parce que même en France, même dans la façon de consommer ces produits d'occasion, ben, écoutez, on les prend là. Bon, bref. Bon. Airbag. Vous voyez, par exemple, ici, les options qui sont dans les véhicules là. Airbag, c'est surtout pour la sécurité. Donc, ces personnes-là sont très sensibles à la sécurité. Airbag. Après l'airbag, la climatisation. Bon, vous voyez, avec la canicule, ils ont une nette préférence pour la climatisation, etc., etc. Bon, là, nous voulons de procéder sur quelques exemples à l'analyse univariée. Univariée, il faut... Voilà. Voilà. Alors, ça, c'est
dans les résultats, maintenant s'il faut coller au support de coût, qu'est-ce que l'on retrouve? Là, nous avons procédé au dépouillement, hein, en regardant les variables une par une. Ok. Maintenant, on rentre dans le tableau de bord. C'est quoi un tableau de bord? Fondamentalement, il faut savoir qu'un tableau de bord contient, on va dire, un ensemble d'indicateurs. On regroupe dans un tableau de bord un ensemble d'indicateurs qui rend compte du fonctionnement d'un système, d'une organisation, d'une entreprise, dans le sens de rendre compte également de la performance. Hein. Vous avez par exemple le tableau de bord, le plus évident, c'est celui d'un véhicule. Dans le tableau de bord d'un véhicule, vous avez un certain nombre d'indicateurs, celui de la vitesse, celui du carburant, celui de la chaleur, etc. Ce sont des indicateurs qui rendent compte du fonctionnement du véhicule. Mais le tableau de bord dans une entreprise, c'est la même logique. Il va rendre compte le fonctionnement de l'entreprise, de sa performance. Et quand il y a des dysfonctionnements, on doit pouvoir, à travers ces indicateurs-là, des variables. Indicateurs, ce sont généralement des variables. À travers ces indicateurs-là, constater que nous avons un dysfonctionnement ici et puis nous avons une performance ailleurs, etc. etc. Voilà. Maintenant, dans le Sphinx, hein, comment on va dans le tableau de bord, hein, ben, c'est simple, hein, et on repart dans traitement et analyse, et vous avez le lien ici, tableau de bord. Et vous constatez que il apparaît là, le tableau de bord, avec un certain nombre de graphiques, de commentaires, etc., hein, des tableaux. Voilà un peu le tableau de bord. Mais il faut reconnaître que le tableau de bord, il ne vient pas automatiquement. Hein. C'est vous qui devez le concevoir. Hein, bon, on vous présente ça, mais bon, on ne va pas insister. Le cours on le fait en ligne, mais normalement, vous devez pouvoir concevoir votre tableau de bord vous-même. Hein, et puis, voilà. Si, en tout cas, essayez de voir hein, tableau de bord. On ne va pas insister sur le calcul des strates. C'est quoi une strate? Une strate, fondamentalement, c'est une partie de l'échantillon hein, qui s'applique sur un critère. Admettons par exemple que nous soyons en train de faire une enquête sur automobile hein, dans la sous-région, en Afrique centrale, et que dans notre enquête, nous avons une variable pays, les pays de l'Afrique centrale, Gabon, Guinée, équatoriale, Congo, Cameroun, etc. Alors, on peut faire une strate en disant, bon, nous voulons juste voir les résultats de notre enquête en ce qui concerne le Gabon. Auquel cas, le critère ici serait sur la variable pays, et pays serait égal à Gabon. Donc, nous allons réaliser cette strate. Oh Saint-Pierre, j'ai tout fermé. Je voulais juste parce que je trouvais ça très petit, ça agrandit. Je me suis pris le mauvais côté, ça n'apparaissait pas très bien. Alors, cette strate, ça fait déjà combien de minutes? Nous allons avec le Sphinx aller créer la strate que voici. Alors, on y va. Donc, pour créer une strate, vous venez ici, changer de strate, nouvelle strate. On va modifier le nom ici, on va mettre possesseur Renault. C'est la strate des personnes ou l'échantillon des personnes qui possèdent des véhicules de marque Renault. Donc, on prend marque égale Renault. Et puis, on fait appliquer. Vous voyez là, il a créé la strate courante, 37 réponses.
il faut rappeler que l'enquête sur automobile du Sphinx a 31 questions et 203 réponses. 203 réponses constituent ce qu'on appelle la taille de l'échantillon. La taille d'échantillon, 203 réponses, alors que la strate n'aura que 37 réponses. Si vous rentrez dans résultat, vous constaterez qu'il n'y a que 37 réponses. Ok. Et cette strate-là, il n'y a que des véhicules de marque Renault. Vous voyez bien que tout est à 0. Et là, on a 37 pour Renault. On va revenir à l'échantillon total. On sort, on peut faire simplement changer les strates encore. Et puis, on revient, on lui demande de revenir à l'échantillon total. Voilà. Voilà. On applique. Et si on rentre à nouveau ici, vous vous rendez compte que toutes les marques sont désormais renseignées parce qu'on est revenu à l'échantillon total. Alors, dans le support, quoi d'autre à part le tri à plat, méthode de calcul de tri à plat, tableau à plat. Bon, regrouper des variables, faire un regroupement là, passer de ce tableau à ce tableau, c'est pas compliqué. Maintenant, l'intérêt, vous-même, vous pouvez deviner, il s'agit de regrouper par nationalité. Ça, c'est tellement un intérêt. Alors, pour opérer un regroupement, nous allons d'abord, le regroupement concerne quoi? Des marques. Des marques, ça veut dire qu'on va pointer la variable marque. On rentre dans résultat. On est sur la variable marque. Vous viendrez ici pour faire apparaître des boutons ici, là. Donc, je clique là. Donc, ces boutons-là apparaissent. Et je prends le bouton regrouper. OK? Je clique sur regrouper. Et je prends d'abord les véhicules de marque française, c'est-à-dire Renault, Peugeot, Citroën. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres véhicules de marque française. Non, il n'y en a pas. Je fais OK. Et puis j'écris française. Française. Donc les véhicules de la marque française. Maintenant, je vais regrouper les allemandes. Les allemandes, vous avez normalement Volkswagen, BMW, Mercedes. On pourrait ranger Opel, même si ça ressemble à les Suédois, et Volvo. Bon, on va faire ça comme ça. Allemande. Puis il reste, bon, vous connaissez le principe, Fiat c'est italienne, Ford c'est américaine, Toyota c'est japonaise. Donc vous connaissez le principe, vous renommez et voilà, exactement. En le faisant, vous ramenez ça en français. La différence entre les options, ce qu'on appelle les nombre de citations et nombre d'observations. Okay? Il faut simplement dire que citation pour des variables fermées, à réponse ordonnée. Observation renvoie au nombre d'individus interrogés. Ok, observation renvoie au nombre d'individus interrogés, alors que citation renvoie au nombre de fois qu'une réponse a été cochée. Le nombre de fois qu'une réponse a été cochée. Si bien que le nombre de citations est souvent supérieur ou égal au nombre d'observations. Maintenant, comment on y va? C'est simple. Nous étions sur la variable option. On sort d'abord de là. Donc, on retrouve la variable option. La variable option, elle est là. Et nous voulons passer en citation ou en observation. Bon, on va cliquer ici pour faire apparaître les boutons. Et nous allons venir, je pense, ici. Voilà. Nous sommes ici et voici ici.
Là, nous sommes en observation. Et comme je disais, les observations renvoient au nombre d'individus interrogés dans votre enquête. Maintenant, quand vous passez en citation, qui veut dire le nombre de fois qu'une modalité de réponse a été cochée, ça va changer. Vous voyez? C'est pourquoi je disais le nombre de citations est supérieur ou égal au nombre d'observations. Alors, dans le support, après cette histoire de option, citation, observation, nous arrivons ici, dépouillement de la variable critère. Vous avez ce genre de tableau. OK. Si on vous demande quels sont les 3 principaux critères de choix, vous regardez les deux dernières colonnes et vous avez la réponse. La réponse. Donc ces tableaux ont été présentés. Donc je ne vais pas. Donc ici aussi, on peut passer des citations en observation. Vous savez déjà comment on s'y prend. Donc on avance. Les questions fermées échelle. Voilà, les questions fermées échelle. Il est dit quelque part qu'elles peuvent être assimilées à des questions, on va dire, numériques. En ce sens que chaque échelle ici peut prendre des valeurs de 1 à 4, etc. Donc, si c'est des variables numériques, si ça peut être des variables numériques, on peut donc faire de la moyenne de l'écart type. Bon, on va aller regarder un peu où est-ce qu'on peut trouver ces éléments-là. Moyenne et écart type. On était sur la vitesse. Normalement, bon, c'est déjà là, mais si ce n'était pas présent, normalement, vous serez venu ici. Valeur ou test, c'est selon. On rentrerait dans test. Et puis voilà, c'est ici. Moyenne, écart type, somme. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ça. Bon, il ne sort pas. Alors, quoi d'autre? L'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance trouve son intérêt du fait que l'enquête aurait dû être réalisée sur la population mère. Mais comme du point de vue pratique, on ne peut pas la réaliser sur la population mère, on s'est donné un échantillon. Puisqu'on s'est donné un échantillon, par exemple, si la population mère était de 6000 individus, et que notre échantillon, nous l'avons pris à 600 personnes à interroger, vous voyez bien que le fait que l'on ait pris cet échantillon-là, les résultats qui vont être produits ont été produits en se servant des données d'échantillon. Or, ce que nous, on veut étudier, c'est la population mère. Donc, après, il faut ramener ces résultats-là qui ont été produits à l'échantillon à la population mère. D'où l'intérêt ici de l'intervalle de confiance. C'est de se dire, quelle est l'erreur en arrière-fond que l'on commet ayant travaillé dans la population mère, et quand on rapporte ça dans l'échantillon, quand on rapporte ça à la population mère. Ou bien, quelle est la fiabilité des résultats obtenus grâce à l'échantillon lorsqu'on les rapporte à la population mère. C'est de cela dont il est question ici, l'intervalle de confiance. Donc ici, vous constatez que avez-vous une voiture à votre disposition? Oui. 174 personnes ont dit oui. OK? Pour un pourcentage de 87%. Maintenant, ici, vous avez un intervalle de confiance. OK? Voici le même résultat, c'est-à-dire ce pourcentage-là, quand on le ramène de 87%, quand on le ramène à la population mère, parce que ça, là, c'est l'échantillon qui donne ça. 74, c'est l'échantillon, et 26. Donc, un échantillon de 200 personnes interrogées. Quand on ramène ça à la population mère, on va dire que cette proportion-là des personnes qui ont dit oui, elle est comprise dans la population mère, non plus dans l'échantillon, mais dans la population mère. Cette proportion est comprise entre 90,4% et 83,6% dans la population mère.
Parce que ces résultats-là concernent l'échantillon, alors qu'ici, ça concerne la population mère. C'est pourquoi il est dit ici, dans la population interrogée, 87% des personnes disposent d'une voiture. On a 85% de chances que cette proportion se situe entre 83,6% et 90,4% dans la population mère. D'accord? Maintenant, comment on le matérialise? C'est la variable, la première variable, possession. Comment c'est matérialisé ensuite là? Avez-vous un véhicule? On va repartir. Possession. Alors, comment faire intégrer la confiance? Vous cliquez ici. Et puis, vous êtes ici. Et vous avez intervalle de confiance. OK? 95%. Pas mal. Et puis, voilà, vous cliquez OK. Et voilà, ça apparaît. D'accord? Intervalle de confiance. Voilà. Voilà pour l'intervalle de confiance. On vous dit ici que la liste statistique des tri à plat des variables nominales peut être complétée par le test du KI2, qui permet d'évaluer l'écart entre les effectifs observés et les effectifs théoriques. Les effectifs observés, ce sont les effectifs qui ont été obtenus par l'enquête, okay, sur le terrain, tandis que les effectifs théoriques, ce sont les effectifs qui sont donnés à travers une loi, la loi normale. Vous avez dû le voir dans les vidéos des collègues, les vidéos que je vous ai envoyées, dans lesquelles les collègues vous ont parlé du test de KI2. Et c'est tellement la loi normale, que vous avez vu même en cours des statistiques, la loi normale. Okay? Donc, ce test KI2 évalue la différence entre les effectifs théoriques, la distance entre les effectifs théoriques et les effectifs observés. Alors, pour des variables telles que la vitesse, dans l'interprétation des résultats, il y a un élément un indicateur, on n'en parle pas souvent dans les cours, c'est l'écart type. C'est quoi l'écart type? L'écart type est un indicateur de dispersion. Il donne des informations sur la dispersion des réponses, c'est-à-dire qu'il indique l'écart moyen des réponses par rapport à la moyenne. Plus l'écart type est grand, plus les réponses sont dispersées. Plus l'écart type avoisine la valeur 1, plus la population observée est homogène et proche de la moyenne. Donc, justement, c'est un paramètre de dispersion. Si c'est proche de 1, ça veut dire que les comportements que vous observez là sont homogènes, c'est-à-dire les individus ont des comportements similaires. Si l'écart type est trop grand, c'est-à-dire qu'il y a une trop grande dispersion, donc le comportement n'est pas homogène. Okay? Maintenant, on va terminer par les graphiques. Il faut savoir que, je vous l'avais déjà présenté, que à chaque graphique correspond, on va dire, chaque graphique a une fonction. Okay. Les histogrammes, par exemple, on vous dit que c'est une représentation très adaptée pour les questions fermées, présentant un grand nombre de modalités de réponse. Tandis que les secteurs, c'est une représentation graphique qui convient aux variables présentant un petit nombre de modalités de réponse. D'accord? Vous avez les barres, représentant très adaptées pour les questions fermées présentant un grand nombre de modalités de réponse, tandis que les profils, intéressants pour repérer rapidement la notoriété des marques sur le marché. La touche F7 sur ce graphique affichera en outre d'effectifs de chaque modalité. Bon, ça c'est une autre approche. Donc, vous avez autant de graphiques et il faut bien comprendre que l'intérêt de chaque graphique. Ok? Bon, il y a encore des choses.